Le mardi 18 août 2020, un groupe d'officiers d'une base militaire située à environ 15 km de la capitale malienne, Bamako, s'est mutiné, lançant un coup d'État réussi contre le gouvernement du président Ibrahim Keïta. Les gouvernements maliens avaient déjà été renversés par des coups d'État. Mais le coup d'État de 2020 était différent, car il a déclenché une série d'événements qui allaient pratiquement garantir que le Mali devienne le cas désespéré qu'il est aujourd'hui. Un pays où les djihadistes agissent librement dans la majeure partie du pays, tandis que les forces de sécurité abusent les civils qu'elles devraient protéger. 9 mois plus tard, un nouvel événement survient. Assimi Goïta, officier de l'armée alors vice-président, a mené son propre coup d'État, renversant la junte. Les 3e et 4e événements ont suivi rapidement. La France, alliée de longue date du Mali contre le terrorisme, a exigé le retour d'un régime civil et suspendu sa coopération militaire pour contraindre le gouvernement de Goïta. Au lieu de cela, Goïta a pris une décision lourde de conséquences. Plutôt que de céder le pouvoir, il s'est tourné vers la Russie pour obtenir de l'aide. Le groupe Wagner, rebaptisé plus tard Africa Corps, a été amené pour remplacer les Français et combattre les djihadistes. Mais inviter les Russes revenait un peu à inviter un vampire. Avançons jusqu'à aujourd'hui et les troupes du Kremlin déchirent le Mali. Moscou aggrave la situation. Dire que la Russie déchire le Mali n'est pas une exagération. Sa présence a non seulement révélé, mais aussi accentué toutes les fractures nationales. Bamako avait fait venir les troupes russes pour combattre les insurgés. Ils ont combattu les insurgés, mais ont aussi tué tellement de civils qu'ils pourraient avoir tué plus de Maliens ordinaires que les djihadistes. En avril 2025, Human Rights Watch a signalé que des mercenaires russes et des soldats maliens ont tué plus de 300 hommes en 5 jours. Des témoins ont indiqué à l'organisation que des hommes, souvent non armés et fuyants, ont été rassemblés, interrogés puis tués. L'incident était isolé mais représentatif. Les troupes russes ont été actives partout au Mali et elles ont laissé derrière elles une traînée de cadavres presque partout où elles sont passées. ACLAD, groupe de surveillance des conflits, estime qu'entre 2023 et 2025, plus de 5000 civils ont été tués au Mali, près de la moitié des cas impliquant des mercenaires russes aux côtés de l'armée malienne. Et il ne s'agit pas seulement de tueries. Les troupes russes sont accusées de torturer des civils, notamment par simulacre de noyade et en les frappant. Dans un incident rapporté par la BBC, les troupes russes ont torturé un civil pendant 15 jours avant de finalement le relâcher. Bien qu'une grande partie de la violence de la Russie envers les civils soit indiscriminée, ils ont montré une affinité particulière pour attaquer les personnes du groupe ethnique Peul, partant du principe qu'elles sympathisent avec les terroristes. Cela est dû au fait que les groupes djihadistes au Mali recrutent traditionnellement au sein de cette communauté, mais toutes les preuves montrent que les méthodes brutales de la Russie ne font qu'augmenter encore davantage leurs effectifs. Entre janvier et juillet de l'année dernière, Human Rights Watch a documenté des dizaines d'exécutions sommaires et de disparitions forcées d'hommes Peul, et les attaques se sont poursuivies bien après le début de cette année. En mai, 31 civils Peul ont été tués dans le village de Sakalawera. Les survivants assurent qu'aucun combattant djihadiste n'était présent avant ou pendant l'attaque et pensent que les victimes ont été visées parce qu'elles étaient le Peul. Pour les groupes djihadistes, en particulier le Jamaat Nusrat al-Islam, lié à Al-Qaïda, aussi appelé GNIM, les actions de la Russie ont été un véritable cadeau. Le groupe s'est présenté pendant des années comme le défenseur des communautés Peul contre un État hostile, et chaque exécution vient renforcer leur argument. Si le JNIM protège les Peuls des excès russes, cela prouvera qu'il est plus capable de gouverner de vastes territoires. Et les Peuls ne sont pas le seul groupe ethnique à avoir été visé. Les Touaregs, une communauté nomade vivant dans le nord du Mali, ont également souffert aux mains des Russes. Les Touaregs se plaignent depuis longtemps d'être exclus du pouvoir par un État dominé par les tribus du sud du Mali. Ces plaintes ont alimenté le soulèvement de 2012, une brève déclaration d'un État indépendant appelé Azawad, et des années de combats intermittents après l'effondrement de cet État. L'accord d'Alger signé en 2015 devait instaurer une paix durable dans la région. La junte a rompu l'accord en janvier 2024, accusant l'Algérie et les Touaregs de ne pas en avoir respecté les termes. Il faut préciser que le soulèvement Touareg diffère de la menace du JNIM. Même si beaucoup de Touaregs sont musulmans, leur combat n'est pas spécifiquement islamique. Plutôt que de chercher à établir un califat, ils se considèrent comme menant une lutte de libération nationale qui viserait à instaurer un État démocratique. Et c'est pour cela qu'ils se battent depuis 2 ans sous la bannière du Front de libération de l'Azawad, le FLL. Bamako s'est servi de cela pour justifier une campagne brutale de répression contre les civils touaregs. En février dernier, l'armée malienne et ses alliés russes ont été accusés d'avoir intercepté des véhicules civils et tué de sang-froid au moins 24 civils touaregs. En juin de cette année, les forces russes ont assassiné un Touareg, puis ont profané son corps en disposant ses membres sectionnés en forme de croix gammée. Il existe des images de cela qui circulent en ligne, mais pour l'amour de Dieu, n'allez surtout pas les chercher.
Comme avec les Peuls et le Jinim, en s'en prenant aux civils touaregs, la Russie ne fait qu'alimenter le recrutement et confirmer que Bamako est incapable de gouverner. Une combinaison puissante pour un groupe de personnes qui avaient déjà de nombreuses raisons de se méfier du gouvernement central. Le choix du corps africain de viser des civils, surtout de ces deux communautés ethniques, est une mauvaise politique, tant par le nombre de victimes que du point de vue de la contre-contre-insurrection. Les opérations de contre-contre-insurrection les plus efficaces admettent que des milices comme le Jinim et le FLA ne sont pas vaincues par la force seule. Les vaincre exigent des actions militaires pour stopper la menace. Il faut encourager les communautés locales à fournir des renseignements contre les groupes armés plutôt que de les soutenir. Et la volonté politique de s'attaquer aux problèmes qui poussent les gens vers l'insurrection dès le départ. Sous l'influence de la Russie, le Mali a adopté une stratégie de contre-contre-insurrection, consistant à tirer d'abord, qui paraît, après 20 ans de guerre contre le terrorisme, voué à l'échec. Au lieu de stopper les insurrections, cette stratégie a donné au Jinim et à la FLA, pourtant très différents, un adversaire commun pour s'unir. Suite à cela, ils ont formé un partenariat et, fin avril, lancé des attaques coordonnées contre des positions de Bamako et de ses alliés russes. Leurs forces combinées ont tué le ministre de la Défense du pays et, à un moment donné, avaient tellement d'élan que des observateurs ont commencé à se demander si Bamako n'était pas sur le point de tomber entre les mains des militants. L'attaque a finalement été repoussée de la capitale, mais le simple fait que le Jinim et la FLA aient pu collaborer dès le départ témoigne de l'échec de cette stratégie de contre-insurrection. Même si la junte tient bon à Bamako, de larges régions échappent toujours au contrôle du gouvernement. Avec des amis comme cela, si le gouvernement malien était déjà tombé en avril, il est peu probable que quelqu'un soit venu l'aider. Bamako, souvent avec l'aval de Moscou, s'est isolé de ses alliés traditionnels ces dernières années. Après avoir expulsé les Français pour le crime d'avoir voulu que le pays retourne à un régime civil, la junte militaire a révoqué son consentement à une mission de maintien de la paix de l'ONU qui avait joué un rôle clé dans la protection des civils face à l'escalade de la violence. Peut-être plus important encore, le Mali, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, deux pays qui avaient eux aussi attrapé le virus du coup d'État et la fièvre de Moscou, ont quitté l'organisation régionale CEDEAO pour former leur propre groupe, l'Alliance des États du Sahel ou AES. Quitter la CEDEAO signifiait que lorsque Bamako était au plus vulnérable lors des attaques d'avril, aucun des membres du bloc n'était venu à son aide, pas plus que les autres membres de l'AES, car ils faisaient en face à leur propre crise et n'avaient tout simplement pas les effectifs nécessaires à disposition. Bien que cela soit évidemment mauvais pour le Mali et, par extension, pour les autres membres de l'AES, le Kremlin ne s'en soucie probablement pas. Plus ces pays s'isolent, plus ils dépendent de la Russie, ce qui profite à Moscou en assurant l'accès à de nombreuses ressources, dont l'or nécessaire au Kremlin pour contourner les sanctions. L'isolement diplomatique et l'exploitation des ressources par la Russie auraient pu être acceptables si elle était vraiment efficace contre les insurgés. Mais attention, ce n'est pas le cas. En juillet 2024, des mercenaires de Wagner ont accompagné l'armée malienne lors d'une mission de stabilisation dans une ville du nord-est, près de la frontière algérienne, Bastion Touareg. Ils ont été forcés de battre en retraite après avoir fait face à une résistance intense d'un groupe séparatiste Touareg et pendant leur repli, ils ont été pris en embuscade par le JNIM. Au moins 80 membres de Wagner et 40 soldats maliens ont péri durant cette mission. Un an après, Wagner a annoncé la fin de sa mission au Mali, affirmant avoir accompli sa tâche principale, restituer les capitales régionales aux autorités légitimes. Et bien que cela aurait été un immense succès pour eux, cela a été rapidement compromis lorsque le JNIM a chassé l'armée malienne d'une base à Boukassi quelques jours plus tard. L'Africa Corps russe, successeur du groupe Wagner, s'est montré encore moins efficace au combat, car il se bat beaucoup moins souvent que Wagner. Les données d'Ackland ont montré que les combats impliquant des combattants russes ont diminué de plus de 33% entre 2024 et 2025, passant de 537 à 402. La Russie hésite à mener les vraies opérations de contre-insurrection en affrontant les djihadistes plutôt qu'en ciblant les civils, ce qui s'est vu lors des attaques d'avril. Les rapports indiquent que les troupes russes, averties à l'avance, ont préféré négocier leur retrait plutôt que de renforcer leur défense. Ces retraits précipités laissaient souvent leurs alliés maliens et du matériel crucial, comme des véhicules blindés. Les troupes russes ont quitté Kidal, une ville prise 2 ans et demi plus tôt et présentée comme preuve du succès de leur stratégie. Pour de nombreux hauts responsables de l'armée malienne, c'était une trahison impardonnable, d'autant que Bamako avait versé près de 1 milliard de dollars à Moscou depuis 2021 pour ses troupes. Malgré ce sentiment de trahison, Bamako semble avoir s'être encore davantage tourné vers Moscou. Pour sa première apparition publique après les attaques d'avril, le président Goïta a rencontré l'ambassadeur russe au Mali dans ce qui semblait être le palais présidentiel de Bamako, d'après des photos de son bureau.
Bien qu'aucune déclaration n'ait accompagné la photo, le fait que Goïta ait choisi cette rencontre comme première apparition publique, au lieu par exemple de rendre visite aux soldats blessés en repoussant les attaques, en disait long sur ses priorités. Des priorités qui pourraient annoncer un avenir plus sombre pour le Mali. Soutenir un régime. La junte affirme dans ses déclarations publiques que s'associer à la Russie est une décision pragmatique pour combler le vide sécuritaire laissé par la France. Et même si cela pouvait être vrai, les observateurs régionaux s'accordent à dire que la principale raison pour laquelle la junte a fait appel à Moscou était de s'assurer que le régime ne soit pas renversé. Impliqué dans 2 coups d'État en un an, Goïta est désormais conscient de la rapidité avec laquelle l'ambition d'un officier subalterne peut lui coûter son palais présidentiel. Le Kremlin lui a proposé un marché. Goïta aurait un palais neuf pendant que la Russie pillerait toutes les ressources du Mali. Les chercheurs observant les opérations de Moscou au Sahel ont un terme précis pour l'accord entre Bamako et Moscou. La sécurisation contre les coups d'État. En échange de concessions minières et d'une couverture diplomatique, Moscou protège les régimes fragiles contre leur propre population et leurs armées. Un officier malien a confié à des chercheurs que, dans le cadre de cet accord, Wagner dirigeait une unité chargée uniquement de protéger Goïta au palais présidentiel. Donc, pour Goïta et le reste de ses alliés, il importait peu que les Russes ne soient pas particulièrement efficaces dans une opération de contre-insurrection ou qu'ils tuent des civils et poussent les survivants dans les bras des djihadistes. Tout ce qui comptait, c'était que le régime soit en sécurité. La junte avait raison de s'inquiéter, car en août dernier, l'armée a tenté un autre coup d'État. Reuters a rapporté que plus de 30 soldats et 2 généraux ont été arrêtés, dont Abbas Dambélé, une figure populaire parmi les troupes maliennes qui avait été en première ligne lors de la rébellion Touareg de 2012. Bien que nous ne connaissions pas le rôle exact que les troupes russes ont joué dans les efforts de Bamako pour réprimer ce coup d'État, nous pouvons raisonnablement supposer que leur présence a donné à Bamako la confiance nécessaire pour agir rapidement et fermement contre ses propres forces. Ils avaient en eux toujours l'appui d'une grande puissance étrangère, une des méthodes les plus insidieuses utilisées par Moscou pour diviser le Mali. En soutenant un régime très impopulaire auprès de l'armée et du public, la Russie assure que le Mali restera une dictature militaire pour longtemps. Un régime qui se drape dans le nationalisme africain et l'anticolonialisme tout en invitant une puissance étrangère à piller ses ressources et à massacrer ses civils. Ces dernières années, la junte a dissous tous les partis politiques du pays et a déclaré que Goïta resterait président jusqu'en 2030. Elle a aussi tout fait pour écraser la dissidence en levant des dirigeants de l'opposition, censurant les médias et démantelant les organisations de la société civile. En plus de soutenir le régime, il faut évoquer comment la présence russe au Mali a modifié la façon de combattre de l'armée malienne, Bamako reprenant certaines mauvaises habitudes de Moscou. Depuis son partenariat avec la Russie, le Mali a acquis une flotte de drones fabriqués en Turquie, qu'il a utilisée sans retenue aussi bien contre les insurgés que contre les civils. Selon Human Rights Watch, en février 2024, des frappes de drones lors d'un mariage et d'un enterrement ont tué au moins 14 civils, dont 4 enfants. En avril de cette année, une frappe de drone a tué au moins 10 personnes lors d'un mariage. Les pertes humaines ont été stupéfiantes. Comme nous l'avons mentionné dans un chapitre précédent, plus de 5000 civils ont été tués au Mali entre 2023 et 2025, près de la moitié des incidents, impliquant des mercenaires russes et l'armée malienne. Et après l'attaque coordonnée en avril, la situation s'est beaucoup aggravée, surtout pour les personnes issues des groupes ethniques Peul et Touareg. Pavel Wojcik, analyste de la guerre contre le terrorisme, a écrit sur X que des rumeurs circulaient et des vidéos montraient les conséquences d'un pogrom visant ces 2 communautés dans les rues de Bamako. Il a précisé que, bien que cela soit arrivé quelquefois les années passées, c'est maintenant un événement mensuel aux conséquences graves pour les communautés concernées. De tels pogroms ne peuvent pas se produire sans, au minimum, la bénédiction tacite du gouvernement militaire, et cela souligne à quel point il se soucie peu de la vie des civils. Il serait facile d'attribuer tous les problèmes du Mali à la junte et à leurs alliés russes, mais cela ne donnerait pas une vision complète de la situation. Parce que même si la junte et leurs milices de Moscou ont été extrêmement impitoyables, ils ont aussi dû faire face à plusieurs insurrections qui sont, parfois, tout aussi impitoyables. Le GSIM a passé l'an dernier à bloquer la capitale, empêchant l'entrée des camions-citernes et provoquant une crise énergétique qui a presque paralysé le pays. La FLA reste active dans le nord, ayant progressé depuis l'offensive d'avril, tandis que la province de l'État islamique au Sahel continue d'opérer dans tout le pays, laissant de nombreux morts. Avec tous ces défis, nous devons nous demander, le Mali est-il condamné à s'effondrer ? Et honnêtement, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Le Mali est un pays immense, environ 5 fois la taille du Royaume-Uni, et le gouvernement ne contrôle qu'une partie de ce territoire, le reste étant aux mains des insurgés. Il semble probable que ce statu quo va perdurer encore un certain temps, car les militants n'ont ni les effectifs, ni l'équipement,
ni la capacité de prendre le contrôle de tout le pays, tandis que Bamako et ses alliés russes se sont révélés incapables de les vaincre. Pendant que cette impasse continue, avec les deux camps cherchant à obtenir le moindre avantage, ce sont les habitants du Mali qui en souffrent. Le groupe Wagner et son chef peuvent être morts et enterrés. Mais à travers les actions de l'Africa Corps au Mali, il est clair que leur brutalité et leur sadisme sont toujours bien vivants et font toujours partie intégrante de la politique étrangère russe. Merci d'avoir regardé.